Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan qui s'annonce compliqué pour moi. Comme vous pouvez certainement l'entendre à ma voix, eh bien je suis un peu malade, enrhumé. Donc c'est pas bien méchant, mais c'est handicapant de ne pas respirer correctement et de tousser un peu. Bon, bref, je vais faire de mon mieux pour vous donner un journal de qualité comme il se doit. Mais voilà, ne vous inquiétez pas si j'ai pas la voix habituelle, ou une énergie peut-être un petit peu en dessous. Je ne sais pas, on verra. Alors la semaine dernière, je vous faisais part de ma trouvaille chez Vegetal Square concernant cette fameuse pizza à la turque. Mais bien sûr, c'est pas la seule chose que j'ai commandée. Ben non. Mais je vous les réserve au fur et à mesure. Hein, comme ça, vous verrez. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre produit que j'ai commandé sur le site, une exclusivité de chez Moving Mountain. Ce sont des saucisses véganes. Alors Moving Mountain, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà eu l'occasion de tester différentes choses comme le steak à burger ou les grosses saucisses, hein, vraiment la bratwurst. Je trouve vraiment très réussi. C'est une marque qui n'arrive pas vraiment à s'implanter chez nous, au-delà des épiceries véganes spécialisées ou des sites comme Vegetal Square, mais ça, je l'ai jamais vu nulle part. Là, on est sur des petites saucisses, plus dans un style britannique que dans le style allemand. Et j'avoue, j'aime beaucoup ce style-là. Donc, on va les faire, on va goûter et voir ce que ça vaut. Ok, voilà le contenu de notre boîte. 4 saucisses de petite taille, enfin, pas minuscules non plus, mais comme vous pouvez le voir, elles sont plutôt sympathiques. Alors bien sûr, là, elles sont congelées. Hein. Bah oui, tous les produits qui sont vendus sur Vegetal Square sont des produits surgelés. Je le rappelle juste comme ça. Hein. Donc, le produit, lui, se cuit encore congelé, selon les indications. C'est ce que nous allons faire. Allez, c'est parti. Je viens de huiler ma poêle. Et on va disposer nos saucisses. Hop là. Donc là, on est parti pour 8 à 10 minutes. Et voilà. Parfait. Hein. Elles ont bien doré. Le boyau n'a pas explosé. Voilà. Le temps de cuisson est respecté. Elles sont magnifiques. Elles ont eu un très beau comportement à la cuisson. Ça fait plaisir et ça sent bon. Ladies and gentlemen, the sausage. Parfaite. Allez, j'espère que le goût va être à l'avenant de l'apparence. Ah ouais, c'est ça. On est vraiment sur ce goût à l'anglaise. C'est la saucisse de petit déjeuner, c'est la saucisse pour faire un bang and mash, donc accompagné d'un écrasé de pommes de terre, avec un petit peu de gravy par-dessus. Texture est superbe. On a une mâche qui est ferme, mais souple. Le boyau en alginate donne cette petite résistance et ce petit knack qu'on attend. C'est une saucisse qui est un peu juicy sur le retour. Elle est humide à cœur. Beaucoup de parfum. Excellent, excellent. Ça se mange tout seul. Je suis absolument ravi par ces saucisses Moving Mountain. Elles ont beaucoup de parfum, une très belle texture. C'est un beau produit. C'est ce que j'attends en fait, un simili carné de qualité. Il y a tout qui va. Enfin, selon mes goûts, bien sûr. Hein. Et je suis ravi. Alors forcément, là où je suis moins ravi, c'est que c'est pas facile à trouver. Heureusement qu'il y a Vegetal Square. Mais le produit vaut la peine d'être goûté, surtout si vous aimez les saucisses végétales, ou vous avez la nostalgie d'une certaine école de saucisses britanniques, parce que là, on s'y retrouve complètement. Et comme toujours, hein, si vous comptez commander sur le site Vegetal Square, n'oubliez pas d'utiliser mon petit code, ça vous permettra d'avoir 5% de réduction. Et c'est un lien affilié, donc ça soutient la chaîne quand vous achetez directement sur le site grâce à ce code. N'oubliez pas, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi.
Alors, quelle série vais-je bien pouvoir vous recommander cette semaine? Eh bien, une série vers laquelle j'ai été à reculons, je dois bien l'avouer. C'est pas une nouveauté. Alors, la dernière saison est une nouveauté et je ne l'ai pas encore vue. Il s'agit de The Boys. Et The Boys, ça se trouve sur Prime Video. C'est une production Amazon originale. Et on m'en avait parlé. Mais j'avoue que je déteste cordialement les sujets autour des super-héros. C'est quelque chose auquel je suis complètement hermétique. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Alors autant vous dire que c'est aussi pour ça que je ne vais plus du tout au cinéma, puisque depuis quelques années déjà, la majorité des productions dites de science-fiction, c'est des super-héros entre les licences Marvel, DC et compagnie. Enfin bon, pour moi, c'est voilà, une perte de temps. Donc, forcément, on me dit, ouais, une super série de super-héros. Bah, je dis non, franchement, ça m'intéresse pas. Sauf que bon, vous vous en doutez, si maintenant, là, je vous en parle, après cet avertissement, c'est qu'on n'est pas sur une série de super-héros comme les autres. Bien loin de là. En gros, c'est une série que j'aurais tendance à considérer, sur un certain angle, comme réaliste. Et oui, admettons, dans un monde comme ça, là, maintenant, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont dotés de super pouvoirs, frôlant l'immortalité et avec un pouvoir de destruction absolument phénoménal et quasi incontrôlable. Comment pensez-vous que ces humains puissent réagir psychologiquement? C'est un peu tout le fond du problème de cette série. The Boys, c'est l'histoire, concrètement, d'un groupe de super-héros qu'on appelle les Sept, qui sont un groupe médiatique sous la coupole d'un consortium, et qui vont sauver le monde, entre guillemets. Enfin, voilà, ils sont là pour plus pour le show qu'autre chose. Ils sont très instrumentalisés pour du marketing, vendre des produits dérivés, etc. Mais eux-mêmes ont une éthique et une morale très variable, très variable, parce que oui, très concrètement, ils se sentent supérieurs aux autres et ils ne le montrent pas forcément officiellement, mais en coulisses, on comprend bien ce qu'il en est. Et notre série va commencer par un drame, à savoir que un des personnages principaux n'est pas un super-héros, mais plutôt une victime d'un super-héros, enfin victime émotionnelle, puisque c'est sa petite amie qui va être tuée par un super-héros sous l'emprise d'une drogue qui l'explose complètement. Et de ce trauma va naître effectivement un mal-être, logique, et il va se retrouver, par la force des choses, recruté par un ex-agent de la CIA qui mène une vendetta anti-super-héros pour voilà, tout le mal qu'ils font sans être inquiétés. Donc, d'un côté, on a les justiciers officiels super-héros adulés par la Terre entière, et de l'autre, nous avons les héros, anti-héros, qui essayent d'amener une certaine justice. Là encore, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, on est que dans la nuance, et on peut se rendre compte que ils sont pas si éloignés quelque part des gens qu'ils détestent, et vice-versa. C'est très intéressant. Bref, vous l'aurez compris, c'est une série qui vaut le détour. Par contre, je vous l'annonce, le sujet, vous avez compris, est très limite au niveau du politiquement correct, et c'est ça qui fait tout son charme, et c'est ce qui fait toute sa saveur. Mais alors visuellement, c'est graphique. Voilà. Hein, vous allez avoir de la violence, du gore, ça gicle. Vous aurez aussi de la nudité, de la perversion, etc. Bref, c'est un délice, n'est-ce pas, c'est très drôle. Alors c'est drôle sur un sens sarcastique, hein, on n'est pas exposé de rire non plus. Mais moi, c'est un humour trash qui me parle. Oui, c'est une série trash. Je crois que c'est le mot qui résumera ce que je voulais dire par là. Moralement, esthétiquement,
Voilà, il n'y a pas de concession et ils se font plaisir. Il y a 3 saisons, on a déjà regardé les 2 premières et franchement, c'est génial. Donc voilà, je coupe la caméra et puis on va regarder la suite, voilà, parce qu'on veut savoir. Mais dites-moi, pour ceux qui ont déjà vu cette série, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et toujours, hein, pas de spoiler, j'ai essayé de pas trop en dire, donc faites comme moi. Ok les amis, ça fait longtemps que je vous ai pas montré un restaurant avec option vegan qui vaut le déplacement. Et aujourd'hui, ça tombe bien, on est dans un établissement qui fait des pâtes sichuanaises, donc chinoises de la région de Sichuan, et qui a cette spécificité, comme certains restos, de proposer, de choisir le degré de piment qu'on veut dans nos plats. L'échelle est de 0 à 6. Voilà. Donc vous êtes prévenus, enfin on va tester, on va voir ce que ça vaut, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que vous avez des soupes avec différents types de nouilles, vous avez aussi des raviolis, tout ce qui est marqué végétarien techniquement est vegan. Je m'en suis assuré plusieurs fois, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et j'ai faim, donc on va commander, je vais vous montrer ça, et puis on va manger. Alors, pour la commande, on s'est décidé pour prendre les raviolis végétariens grillés x10, puisqu'on est 2. Non, je ne suis pas avec Laura, je sais qu'un ami. Et on a à peu près les mêmes goûts sur certaines choses, donc je sais que ça va bien se passer. Et après, on passe à la soupe de nouilles végétarienne Chongqing. Donc ça va être des nouilles un peu épaisses. Et là, la question se pose, 0 à 6, où est-ce qu'on va? À 6, bien sûr. Mais pris pour qui? Bon, on m'a dit que secrètement, l'échelle allait jusqu'à 8, mais c'était pas marqué. Mais voilà, on va être prudent. On va aller au max de la limite légale, du moins marquée. Alors vous pouvez aussi choisir de prendre juste les raviolis végétariens façon vapeur, c'est un choix. Dans les autres entrées qui sont aussi véganes, vous avez la salade de concombre en sauce sichuanaise. Ça aussi sympa, la salade d'edamame, bon, voilà, m'amuse moyen. Et puis sinon, il y avait aussi la soupe de vermicelle mian yang. Alors ça, par contre, ce sont des nouilles beaucoup plus fines. J'ai envie d'un truc qui avec de la mâche. Donc je pense que le choix est bon. Allez, c'est parti pour la dégustation. Alors les raviolis sont bien généreux, bien épais. Regardez ça. Juste griller ce qu'il faut, pas trop. Avec les oignons verts, la sauce qui est généreuse. Normalement, c'est une sauce pimentée, hein. J'espère que ça l'est. Mmh. 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 Il y a beaucoup de parfum. On sent que c'est des légumes frais à l'intérieur. Il y a du céleri qui se démarque un peu. La mâche est super agréable. La pâte est juste fondante, mais croustillante sur l'extérieur. La sauce a du charme, il faut avouer. Hein. Et puis l'oignon vert, ça donne un peu de vivacité à l'ensemble. Bon, ok, je valide l'entrée. Donc je suppose que la version juste vapeur est identique, et c'est les mêmes qui sont grillés ou pas. Et moi, mon instinct me dit que griller, c'est mieux. Ça donne de la mâche, ça donne du croustillant, ça donne un truc. Bon, bah, l'entrée, c'est validé. Ok, les soupes sont servies avec nos nouilles. Alors, comme vous pouvez certainement l'entendre, même si je ferai un effort au niveau du montage pour essayer d'atténuer, il commence à y avoir beaucoup de bruit autour de moi parce que c'est un restaurant très populaire et qui se remplit très vite. Donc déjà, pour l'adresse de Châtelet, je vous recommande d'être vraiment là à midi tapante parce que à partir de midi 15, ça se remplit et après il y a la queue dehors. Et voilà, donc soyez plutôt ponctuels, ça vaut mieux. Bon, trêve de bavardage. J'ai pris donc le niveau 6 de piment. C'est l'heure de goûter le bouillon et voir si je vais en faire. C'est bon. C'est pimenté. Non, ça va. Ça va. Franchement, ça va. Bon, ça va quand on aime le piment. Moi, je suis ravi. C'est délicieux.
Il y a beaucoup de parfum, c'est très profond comme bouillon. Il y a de l'umami, il y a tout ce qu'il faut. Et la chauffe est correcte. Hein. J'avais déjà pris le niveau 3, où j'avais été un petit peu dire oui, bon, ça chatouille à peine. Donc 6, ça me paraissait peut-être un peu radical, mais en fait non, pas du tout. Voilà, voilà. Je pense qu'un jour, je serai niveau 8. Après le bouillon, les nouilles qui, je l'espère, se sont gorgées du bouillon. Oh yeah, elles sont bien épaisses, elles sont denses. Ouais. Alors là, on est sur des nouilles fraîches, faites maison. Elles ont cette densité qui est à la fois ferme, mais on sent que c'est pas de la pâte réhydratée. Il y a ce côté vraiment frais qui est là. Elles se sont bien imprégnées du goût du bouillon, ça c'est sûr. Là, j'ai un peu de chou chinois. Il y a la coriandre, les cacahuètes. Super bon plat. Il y a beaucoup de saveurs, mais il y a surtout de l'équilibre. Ça flatte le palais, c'est vivant. Alors, je prends beaucoup de plaisir. Ce serait mentir que de dire que je suis pas ému par ce que je mange. Parce que au moins, oui, c'est pimenté. Sans des raisons. Mais là, ça y est, je suis content. C'est honnêtement pimenté. Bon bah voilà, objectif atteint, nous avons tout fini. Alors, est-ce que le niveau 6 est si extrême? Honnêtement, ça donne chaud. Est-ce que j'ai la bouche en feu et que je ne peux plus? Non, ça va, ça va. Mais méfiez-vous, si vous êtes sensible au piquant, ne faites pas les malins. Je réitère ce conseil. C'est pas déjà 1, 2, ça vous ira, ce sera parfumé, ce sera relevé, mais ça, c'est pas la peine de faire les joueurs, quoi. Enfin, en même temps, tant que vous assumez, moi je m'en moque. Hein. Mais si vous suivez à grosses gouttes, venez pas vous plaindre. Bon, il est temps de conclure cette aventure culinaire du jour. Vous l'aurez compris, on s'est régalé. La promesse d'un bon repas authentique est tenue. Les raviolis sont vraiment divins et cette soupe, voilà, je l'ai finie, mais j'en ai déjà encore envie tellement elle est bonne, elle est agréable, elle est parfumée. Alors, Tren Tren Zai, c'est un restaurant auquel on est aujourd'hui rue Saint-Denis, mais sachez qu'il y a 2 autres adresses à travers Paris. Bien sûr, vous aurez le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'il en est. Il y en a un qui vient tout juste d'ouvrir à Montparnasse. Donc voilà, vous avez quand même différents quartiers pour pouvoir vous régaler avec des options véganes hyper cool et surtout pas cher. Parce que, juste pour info, ce grand bol de nouilles avec son bouillon magnifique, ce n'était que 10,80 €. Voilà, je dis ça, je dis rien. Chers amis, aujourd'hui, encore une nouvelle interview sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Franck. Alors Franck, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Ok, mais c'est un tort. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Parce que Franck est très actif sur un projet assez intéressant. Un projet de carte de Paris que j'ai là, qui référence des établissements véganes. Donc, la carte Vegan Touriste Paris. Il ne fait pas que ça. Et j'avais très envie de recevoir aujourd'hui pour qu'on discute un petit peu de cette idée et de ces autres idées pour promouvoir le véganisme et faire en sorte que ce soit plus simple, plus clair pour tout le monde. Bon, Franck, salut. Salut Sébastien. Alors, bienvenue pour cette interview. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. On va commencer, les amis, comme toujours, par la question qui n'est pas un piège. C'est simple, mais c'est pour mieux te connaître, pour savoir où tu te situes. Depuis quand tu es végane et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que c'était bien, enfin, ton histoire, quoi. Oui. Alors, je suis végane depuis bientôt 6 ans maintenant. Donc, tout avait commencé, j'ai voyagé en Écosse, j'ai rencontré des personnes véganes. Ouais. J'étais surpris parce qu'elles étaient sympas, contre toute attente, elles étaient en bonne santé, elles étaient épanouies. Donc, je leur ai posé des questions sur leur choix, pourquoi elles ont arrêté de porter de la laine, de manger des œufs, etc. Et je me suis rendu compte que chacun de ces choix était réfléchi. Oui. Voilà. Voilà, que c'était pas que dogmatique, sectaire, etc. Et donc, j'ai commencé à me renseigner plus en profondeur sur la façon dont les animaux étaient exploités dans notre société,
sur les alternatives qu'il y avait à la viande, aux œufs et aux produits d'origine animale de façon générale. Bien sûr. Et de fil en aiguille, j'ai construit mes propres convictions et puis devenu vegan après plusieurs mois de transition, de discussion, etc. T'étais déjà végétarien avant ou pas du tout? Pas du tout. Donc de carniste à vegan, Voilà. avec juste le petit chemin, Voilà. la petite pente. C'est ça, voilà, la pente pour tomber dans les... non, D'accord. c'est un des choix dont je suis le plus fier aujourd'hui, donc c'est chouette. Mais c'est assez rare, en fait. Il y a beaucoup de gens qui dans une prise de conscience, passent par le végétarisme, au moins une sorte de transition, même s'ils savent où ils veulent aller, ils disent, bon, on va déjà commencer par ça. Oui. Et puis après, voilà, soit ils évoluent pas, hein, chacun fait comme il peut, comme il veut aussi. Mais toi, tu t'es dit, bon, bah maintenant, c'est cohérent, ça me parle, c'est logique, j'y vais. C'est ça. Mais en fait, je savais déjà que dans l'industrie laitière, par exemple, on retirait les veaux à leur mère et ils étaient tués. Donc je me suis dit, à quoi bon arrêter de manger des animaux si c'est pour quand même les tuer derrière, puisque je fais ça pour eux de base. Bonne réflexion. Donc après, la transition, c'était principalement d'abord arrêter d'acheter des produits d'origine animale pour cuisiner chez moi. Au début, j'ai fait quelques exceptions parce que j'avais peur d'avoir des carences ou que ce soit trop brutal pour mon corps, mais finalement, je me suis rendu compte que ça se passait très bien. Et oui. Donc j'ai fini par arrêter d'en acheter en supermarché, puis au restaurant, puis d'en manger quand j'étais invité. À étape par étape, quoi. C'est ça. Non, mais c'est pas mal du tout comme plan. Donc, tu es le créateur de cette carte, voilà, que vous avez trouvée généralement dans les restaurants, dans les épiceries véganes, dans différents lieux. Elle est gratuite. La carte Vegan Touriste Paris. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de concevoir une carte papier et de la distribuer comme ça? Alors, ça avait commencé justement au tout début de mon véganisme, quand je discutais avec des collègues. À l'époque, je travaillais dans une agence en architecture. D'accord. Et donc, je me rendais compte que les clichés étaient encore très ancrés dans les mentalités sur la nourriture végétalienne. Voilà, on s'arrêtait à la salade de quinoa, etc. Et donc, j'avais envie de leur montrer que c'était beaucoup plus varié qu'ils et elles ne le pensaient. Et comme j'aimais bien sortir au restaurant à ce moment-là, je me suis dit, si je faisais une carte où je répertoriais les restos véganes de Paris et que je les classais par catégorie, pour leur dire qu'il y a des fast-foods, il y a des pâtisseries, il y a des spécialités asiatiques avec de la viande végétale, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut aussi manger sain si on en a envie. Et donc j'ai commencé, parce que j'aimais beaucoup créer sur mon ordinateur, j'aimais bien InDesign. Voilà, on connaît. Et donc j'ai commencé à faire des recherches sur Apicao. Bien sûr. Et voilà, ça sauve. Et donc j'ai trié tous ces restaurants, j'ai commencé à l'envoyer à des amis. Et elles m'ont dit, mais c'est une trop bonne idée, il faudrait que tu l'imprimes. Et il faudrait que tu fasses peut-être une levée de fonds participative pour pouvoir l'imprimer. Et donc c'est ce que j'avais fait déjà à l'époque. Et j'avais sorti cette toute première carte, la toute première version qui à l'époque s'appelait la Paris Vegan Restaurant Guide. Voilà. Et c'était pas du tout sous cette forme-là, mais c'était aussi à deux. Elle était payante, la première version. Alors, ça a beaucoup changé. Je crois au début c'était payant, puis c'était gratuit, puis c'était 3 €, puis c'était à nouveau gratuit. J'ai commencé à la distribuer dans certains restaurants qui parfois me soutenaient de façon symbolique pour mon travail. Comme la carte avait beaucoup de succès, je me suis dit que j'allais en refaire une, puis ouvrir un compte Instagram pour en parler. La totale. Voilà. La totale. Donc là, moi, ce qui m'interpelle forcément, parce que voilà, ça, c'est un secret pour personne. Moi, je suis très numérique à tout niveau. Et pourquoi le papier? Est-ce que tu trouves que ça a un intérêt comme un outil de communication, un vecteur de questionnement? Parce que aujourd'hui, tu parlais de Apicao. Il y a une application qui est sur iOS ou Android, donc tout le monde peut avoir accès à tous les établissements véganes et végétariens du monde dans sa poche. Et tu dis, ok, mais du coup, une carte papier qui ne se met pas à jour d'elle-même, où tu es obligé effectivement de faire une mise à jour régulière, est-ce que ça a encore du sens? Est-ce que ça apporte quelque chose stratégiquement?
Alors, moi, ce que j'ai remarqué au fur et à mesure, même si effectivement un Pickao, ça a l'avantage de pouvoir se mettre à jour, d'être interactif, c'est que le papier, il y a déjà une dimension qui est un peu plus conviviale. Bon, je vais sortir la carte pour donner l'exemple, mais déjà, le fait d'avoir sur une seule carte tous les restaurants, ça permet d'avoir une meilleure vision d'ensemble et pour C'est pas pouvoir faux. choisir son resto. Elle est bien conçue. C'est-à-dire que là, on a vraiment un cloisonnement par type d'alimentation qui Mhm. permet tout de suite de dire bon, bah, moi, j'ai envie de manger un truc fast-food, bah, c'est là, et je C'est ça. liste. Et c'est bien articulé, je trouve. Et oui, t'as raison, t'as raison. C'est un premier coup d'œil, on voit un plan d'ensemble qu'on n'aura pas dans une app, qui est plus On a besoin de peut-être un peu plus scroller. Plus de recherche. Voilà, Plus de c'est recherche. ça. plus d'envers. Donc ça peut être plus difficile de choisir exactement ce qu'on veut. Mais c'est très pratique, par exemple, quand on a envie de manger maintenant et qu'on veut savoir ce qu'il y a autour. Oui, D'abord l'app. avec la géolocalisation, C'est c'est ça. pas pratique. C'est ça. Du coup, je trouvais aussi que c'est intéressant de s'attaquer sur plusieurs terrains. Il y a le terrain numérique, effectivement, mais sur lequel tout le monde n'est pas. Et donc, en particulier pour les personnes qui sont pas spécialement végétaliennes ou végétariennes, de tomber sur une carte comme ça peut déjà susciter la curiosité. Et donc, l'ouvrir et commencer une discussion avec la personne qui est à côté. Il y a un côté qui est un peu plus convivial Ouais. avec cette carte-là. Ça peut être un outil en fait de questionnement, quoi. C'est ça, voilà. Intéressant, intéressant. Non, effectivement, je me suis toujours posé la question parce que autant effectivement il y a le côté pratique que tu démontres effectivement parfaitement. On voit tout de suite un plan d'ensemble que la contrainte que tu as pour les mises à jour, elle doit être quand même un peu pénible parce que finalement on sait Oui, bien sûr. on sait que malheureusement tu as autant de nouveaux restos qui ouvrent que d'autres qui ferment et que en l'espace de 3 mois le paysage peut changer de manière assez drastique. Oui. Et c'est compliqué à tenir à jour. Hein. C'est vrai. Je le remarque, par exemple, sur mon compte Instagram, le premier post épinglé, j'ai fait une liste des mises à jour, des restos qui ont ouvert, des restos qui ont fermé, des restos qui sont plus véganes. Ouais. Il y en a pas tant que ça, mais Non, mais on en connaît. Hein. oui, voilà. D'autres qui ont déménagé, donc effectivement, il y a pas mal de choses qui changent, mais encore aujourd'hui, j'ai des retours de pas mal d'abonnés qui me disent qu'ils continuent ils et elles continuent à se servir de ma carte pour avoir des idées de sortir. Donc elle reste, même si effectivement il y a beaucoup de mises à jour à faire, à 75% Oui, acceptable, je pense, ouais. Voilà. Et c'est quoi ton rythme de mise à jour C'était une édition par an? Une édition par an, ouais. D'accord. Donc là, je suis en train de travailler sur la prochaine édition. Si tout se passe bien, on envoie le fichier chez l'imprimeur dans 10 jours. Même un cool. petit peu moins. Voilà. Donc, à surveiller l'édition 2023 qui ne saurait tarder. Oui. Et donc, forcément, tu as en tête ou pas d'aller vers une version numérique, une app, quelque chose qui soit vraiment du coup dédié à Paris ou peut-être plus ambitieux, aujourd'hui Paris, demain la France. Est-ce que tu as une vision au-delà de ce premier projet qui est très intéressant, d'aller plus loin et de nous proposer une version digitale ou quelque chose? Oui, complètement. Alors, j'ai un ami qui est développeur, Corentin, qui a déjà créé la plateforme pour avoir l'application et la version web interactive de la carte des Restos Vegan de Paris. Ce serait une web app, donc. Donc, ce serait une web app. Ouais, d'accord. Donc, pas une app embarquée. Non, il y aura aussi une app pour mobile. Donc, d'accord. ça sera pour le web et le mobile, comme Vego Resto par exemple. Et donc, j'ai commencé à travailler dessus, mais avec la carte qui arrivait, j'ai préféré me concentrer d'abord sur la publication de la nouvelle map. Oui, bien sûr. Et une fois que celle-ci sera sortie, je travaillerai sur l'appli qui permettra d'avoir une mise à jour dès que aussi les 10 000 cartes seront déjà toutes prises, que d'autres personnes puissent avoir des mises à jour d'accord, sur leur portable et sur leur ordinateur. C'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Moi, je suis très très féru, effectivement, plus d'avoir des apps efficaces. Parce que, tu vois, après, c'est toujours des questions de pratique. Mais ça n'engage que moi, hein, franchement. Oui. Moi, j'ai quasiment jamais un sac. J'ai pas de portefeuille, donc une carte papier, mais je sais pas quoi en faire, mais ça où. Il y a comme une contrainte logistique, mais c'est moi, la majorité des gens ont un sac, donc c'est pas une excuse en soi. Alors, t'es quand même bien placé pour avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe sur la scène parisienne. C'est quoi ton impression? Est-ce que c'est l'impression que l'offre est
particulièrement développé? Est-ce que il manque des choses? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine redondance sur l'offre? Des choses qui se répètent un peu trop? Tu me sens venir. Je te sens venir parce que c'est une expertise que je partage, forcément. Oui. Moi, c'est quelque chose que depuis 2007, je surveille tout ce qui se passe en resto, donc je vois bien comment ça bouge dans un sens ou dans l'autre. Oui. Et j'ai ma petite idée. Mais justement, ma petite idée n'est pas forcément la bonne, donc j'aimerais bien que tu m'en parles. Nous n'avons pas triché, on n'en a pas discuté avant. Hein. Oui. Voir si nos points de vue se rejoignent. Oui. C'est quoi ton analyse du marché là en ce moment? Ouais. Alors, je pense que on sera tous les deux d'accord pour dire que l'offre, en particulier ces 3 dernières années, a beaucoup évolué vers le street food. Oui. On Donc, est d'accord. Voilà. Je pense que au début, l'offre vegan, j'irais vers les années 2015 ou un peu avant, ça a été beaucoup orienté sur le côté sain, healthy. Oui, non, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Mais quand même avec aussi une offre asiatique qui était déjà assez développée, avec beaucoup de restos qui étaient ou alors quasiment vegan comme Tianyang ou Vegetable, ou VG Saveur, etc. Saveur végétale. Oui. Saveur végétale. Oui, Et aussi, effectivement, avec un vieux de la vieille, celui-là. Ouais. Oui, non, mais effectivement, c'était une alimentation qui était soit effectivement très marquée asiatique, c'est Oui. vrai, avec tous les simili carnés C'est ça. qu'on trouvait pas ailleurs. C'est ça qui donnait le C'est côté ça. absolument génial. C'était pas cher et c'était original. C'est ça. Ou alors, on allait sur des restos un peu plus sages, plus sains, Mhm. la saveur végétale ou sur le truc. C'est ça. Et il a fallu quand même attendre un bon bout de temps avant de commencer à voir un peu de street food qui arrive. Oui. Puis après, il y a quasiment plus que ça. C'est ça. Donc il y a eu Hamburger qui a un peu ouvert le marché, je pense. Le premier, alors, Ah, il y a eu un Alors, objectivement, d'accord. le tout premier resto de burger vegan à Paris, c'était Mob. D'accord, ok. Le premier de la rue Charlot, Ok. qui est un tout petit truc où j'allais tout le temps. Et après, celui qui était à la Cité de la Mode et du Design, qui était à l'époque le plus grand resto vegan de Paris. Ok. C'était une surface énorme. Ok. Et jusqu'à ce que ils arrêtent, malheureusement. Ok. Mais eux, ils ont ouvert le bal. Il y a eu Hank Burger et il y a eu Eastside Burger. Oui. Voilà. C'était les burgers végétariens qui sont devenus véganes. Ouais, exactement. ouais. Eux, ça a été les premiers à faire du végétarien. Mhm. Hank est arrivé après Mob. D'accord, ok. Ah, il y a une chronologie, hein. Il y a une chronologie. Ok. Mais t'as raison. Hmm, Hank a popularisé la chose. oui, complètement. Ouais. Je pense que du coup, après, ça a été repris. Bon, ça a été repris par Burger Theory, qui est maintenant Theory, et beaucoup d'autres restos véganes. Et je pense qu'aussi avec le confinement, forcément, ça a donné un coup aux restaurants plus traditionnels. Et c'était l'occasion pour des dark kitchens ou alors des fast-food de beaucoup ouvrir. Alors, je pense qu'il y en a plus récemment, comme les Tontons Vec, qui ont Ouais. beaucoup de recherche, de créativité dans leurs burgers. On est d'accord. Oui, Ah, aujourd'hui, c'est pour moi le resto de burger le plus créatif, moi je suis d'accord. le plus audacieux en fait. Ils Ouais. assument, ils ont des choix parfois très tranchés, Mhm. pas forcément consensuels, mais ça a de la personnalité, ça a du goût et c'est super bien fait quoi. C'est ça, Ouais. ouais, complètement d'accord. Voilà. Et après, il y a aussi pas mal d'autres restos de burgers qui sont plus dans les classiques, on va dire. Donc, c'est-à-dire que comme l'a déjà fait Fura, mais avec la démarche de l'inclusion au moins. Oui, bon après ça c'est un autre sujet. Et, C'est vrai que Fura était complètement précurseur du concept de la nourriture fast-food en reproduction des grands C'est ça. classiques de la junk food, hein, pour le coup, hein, des grandes chaînes qu'on connaît tous. c'est ça. La reproduction, pas essayer d'être créatif, mais juste dire, vous aimiez un Big Mac, vous aurez un Big Mac. C'est ça. Vous aimiez un Whopper, vous aurez un Whopper. C'est ça. Point. Mhm. Et ça, c'était brillant comme idée. Mhm. Mais ça l'est Oui. toujours. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ils sont quand même toujours là Oui, et ils font toujours bien le boulot. c'est ça. Donc ouais, en burger, on est d'accord. On est bien fourni, peut-être même un Mais peu voilà, c'est ça. trop. On dira jamais trop parce que moi j'ai d'autres questions, mais on en reparlera. Oui. Et à part ça, pour toi, qu'est-ce qui manque? Alors, pour moi, ce qui manque, ça va être, je pense, un restaurant italien, mais vraiment un vrai restaurant italien. Voilà.
Vraiment avec vraiment des pâtes fraîches, véganes évidemment, des pizzas avec une pâte artisanale, etc. Ah, une vraie pâte napolitaine qui a fermenté 3 jours, quoi. Voilà, Sérieux, avec c'est ça. un feu de bois. Oui, il manque vraiment. Donc il y a déjà effectivement des pizzerias qui sont vegan friendly. Voilà. Marcus. Marcus. De toute façon, Voilà. on n'a pas 3 millions qui soient aussi vegan friendly que Marcus. Exactement. Mais c'est vrai que je te rejoins totalement sur le fait que le restaurant italien, qui est un basique de la gastronomie, entre guillemets, du quotidien, enfin, c'est des restaurants populaires qui pour bien marcher, il n'y a pas de resto italien vegan. Non. Et il n'y en a pas du tout en France. C'est complètement fou. Oui, parce c'est que vrai. c'est une cuisine qui, naturellement, va vers le végétal et que, avec les substituts de fromage qu'on a, on peut facilement remplacer. Et pour ce qui est des viandes, des trucs comme ça aussi, on a tout ce qu'il faut. Oui. Donc, on peut avoir une cuisine qui est authentique, qui trahit pas les origines et qui coûte pas une fortune non plus à concevoir. Et donc, c'est très surprenant en fait. Il y a un autre truc moi qui me surprend, c'est une simple crêperie. Oui, voilà, oui, Alors, complètement. Ça, j'ai oublié. on est d'accord. Il manque un truc. C'est ça, la crêperie. La crêperie. Et alors là, j'aurais tendance Avec à la dire. chandeleur qui vient de passer, là, on s'est dit, La chandeleur. où est-ce que tu peux trouver des crêpes? Mais tu vois, pour moi, la crêpe, c'est un mets, un symbole très français pour l'étranger. À l'étranger, quand tu as des touristes qui viennent en France, qui disent tiens, j'ai envie de me goûter une spécialité française et végane. Bah déjà, il y a pas beaucoup d'établissements qui proposent de la gastronomie française. Oui. Bah, voilà, c'est anecdotique. Mais une simple crêperie, pourtant, que ce soit des galettes de sarrasin ou des déjà végétaliennes. déjà végétaliennes, voilà, et il suffit de pas mettre de saindoux sur la plaque, hein, Voilà. ça aidera, ou du beurre de demi-sel. Mais bon, on a les alternatives. Pareil pour les crêpes de froment, aucun problème pour les végétaliser, on le sait bien. Bon, bah, on revient au même concept même constat qu'avec la pizza finalement. Remplacer les charcuteries ou le fromage, c'est facile. Donc le reste, C'est ça. pourquoi on n'a pas un truc comme ça? Je ne sais pas. Pour moi, c'est des grands mystères. Oui. Ça fait des années que je me dis, mais pourquoi on n'a pas des établissements de ce type? Alors qu'ils sont faciles à mettre en œuvre. Je suis sûr que ça va arriver. Là, par exemple, récemment, on a eu un restaurant indien vegan qui a finalement ouvert. Oui. Ouais, donc. Voilà, on n'a pas un cinquième savoir s'il y a du dans le plat ou pas. Et Voilà. non, ça c'est génial. Et puis c'est très bon en plus. Oui, oui. Moi, Le petit veg. j'ai adoré. C'est un peu loin de chez moi, donc j'y vais pas souvent, mais l'expérience est vraiment très bonne. C'est trop petit par contre. C'est petit veg, hein. Ouais, Petit. oui, hein. petit veg. Ils ont ouvert un peu à l'arrière de la salle. Je sais pas si c'était déjà ouvert. Ouais, maintenant il y a un petit peu plus de place. Enfin, j'y suis allé récemment. Bah, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ok. Tant mieux. En asiatique, je vais dire peut-être chinois, mais bon, on a déjà vietnamien. Ouais. Avec vegan. Bah, en même temps, si tu prends des établissements comme Tianyang ou Vegetable, Voilà. tu as déjà C'est une vrai. fusion entre la Chine, le Vietnam, le Laos, C'est vrai. la Thaïlande, le Japon, le Corée. Mm. Ah, c'est bon, c'est un peu fourre-tout, mais c'est super ça. Mm. Donc je suis pas trop en manque moi de l'asiatique, parce que je Oui, trouve oui, qu'on a c'est ce vrai. qu'il faut. Ouais. Et peut-être sur d'autres cultures où je me dis tiens, mexicain, t'as un resto C'est ce mexicain. que j'allais dire, ouais. J'ai réfléchi à l'Amérique et en fait, oui, c'est vrai que en spécialité américaine, enfin d'Amérique latine, c'est peu de choses, quoi. Ouais, il y a tellement de choses à faire. Ouais. Mais peut-être qu'il n'y a pas le savoir-faire, tout simplement. Il y a peut-être des gens qui disent ah, c'est une bonne idée, mais moi je sais pas cuisine mexicain ou je sais pas cuisine italien. Et du coup, est-ce que toi tu observes aussi une évolution intéressante de l'offre vegan friendly? Parce qu'on parlait de Marcus par exemple, Ouais. qui est remarquable. C'est-à-dire Ouais. que le nouveau propriétaire qui a vu qu'il y avait 3 pizzas vegan, s'est dit bah ça marche bien, c'est intéressant. Bah, maintenant il y a 9 pizzas vegan. Allez. Ce qui était quand même absolument improbable et qui sont excellentes. Et tu dis, c'est un exemple rare. Oui. C'est un exemple rare. Mais est-ce que toi, tu observes de plus en plus d'offres vegan friendly? Parce que moi, j'essaye, mais on essaye d'observer. Mais c'est pas facile de s'en rendre compte parce que Oui. ça passe plus par le bouche à oreille. Parfois, on te dit ah t'es en droit à un plat vegan. Tu dis ah bon? Oui. Ouais. Ok. Complètement. Alors, c'est vrai que c'est un terrain sur lequel je suis moins calé. Il y a effectivement quelques offres friendly qui
commence à se développer, même je remarque souvent dans les restaurants de burgers, encore une fois, Ah oui. qu'il y a souvent un burger vegan qui arrive. On va remercier Beyond Meat, hein, Voilà. qui a simplifié le truc. C'est ça. Après, je pense que pour les restaurants un peu plus traditionnels, ça reste assez difficile. Tous les restaurants traditionnels français, italiens, etc. Il y a rarement une option marquée comme vegan. Il y a parfois des trucs accidentellement vegan, quoi. Voilà, c'est Mais, ça. et c'est pas estampillé, ça donne pas confiance, quoi. Oui, voilà. Après, effectivement, dans tout ce qui est un peu plus trendy, on va dire, donc les boutiques style yoga ou Oui. voilà, ou alors un peu orienté cuisine saine, où il y a souvent des options véganes qui sont clairement labellisées et assez développées. C'est pas faux, c'est pas faux. J'ai observé qu'il y avait différents studios de yoga qui faisaient petit café vegan à côté. Oui. Jamais testé d'ailleurs, parce que j'ai arrêté le yoga. Donc, Voilà. bon, bah. Mais non, c'est vrai qu'il y a ça qui arrive en ce moment comme une nouvelle tendance d'établissement. Remarqué. Alors continuons dans notre analyse de terrain. Allons-y. Comment toi tu expliques qu'il y a des quartiers entiers de Paris où il n'y a même pas une offre végétarienne ou alors un truc paumé Le 15e. Alors le 15e et pour cause. Il y a quoi? Il y a un restaurant? Ouais, je crois qui s'appelle d'ailleurs restaurant végétarien ou quelque chose comme ça. Ouais, ou le végétarien, je crois que ça s'appelle le végétarien. Oui. Alors, on m'a dit que c'était bien, hein, mais c'est très Moyen-Orient, un peu houmous falafel, quoi. Oui, c'est ça. Ok, ok. Mais il n'y a pas grand-chose, c'est vrai. Et pourtant, le 15e arrondissement, qui est un cas d'école finalement, c'est grand. C'est des quartiers où tu as à la fois beaucoup de résidentiels. Tu as du tourisme avec des hauts lieux de l'histoire, donc tu as des gens qui viennent dans le 15e. Et tu as des entreprises installées dans le 15e. En fait, tu as tout un écosystème dans le 15e qui est très vivant. Donc pourquoi est-ce que le 15e est déserté, où il n'y a aucun entrepreneur qui se lance dans le 15e pour ouvrir des établissements véganes ou même végétariens, toi? Il n'y a rien, quoi. Moi j'ai l'impression que les restaurants vont se dire on va ouvrir là où ça fonctionne déjà. On va dire parce que comme on a la conviction du véganisme et peut-être qu'ils voient déjà ça comme une contrainte, ils se disent bon là si eux ils arrivent à avoir assez de clients et de clientes là-bas, dans ce cas je devrais arriver aussi. Et donc ils s'installent toujours autour du 9e, 10e, 11e, 2e, 3e arrondissement. Oui. Parce que c'est ce qui fonctionne. Donc on n'a pas trop peur. Donc et même on voit que même le 14e qui était pas assez bien desservi que ça, commence à déjà être déserté par quelques restos véganes qui étaient là. Il y avait quoi dans le 14e? Il y avait Sweet Romance qui maintenant est dans le 18e. Oui. Il y a Maison Sukoun, mais a priori, mais plus pour très longtemps. Ah, d'accord. Donc finalement, il restera plus que les Monkeys. Oui. Oui. Mais bon, voilà, on est plus sur un resto. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est sec, hein. Oui, voilà. C'est vrai que dans le 12e, c'est pareil, il y a quasiment rien, quoi. Oui, ouais, complètement. Ouais. Tout est un peu du côté du 11e vers. Ouais, voilà, mais tu vois, tu prends un lieu comme assez actif comme Nation. Oui. Zéro. Ouais, complètement. C'est un désert total. C'est des trucs que j'arrive pas à expliquer. Parce que tu vois qu'il y a une densité, il y a une population, il y a du passage, il y a de l'activité, et c'est pas juste des zones résidentielles où tu dis ouais, il n'y a plus jamais personne dans ce coin-là. Et j'arrive pas à expliquer. Et t'as le même constat, il y a un problème de concentration. C'est rive droite à max, et puis il n'y a rien ailleurs, quoi. Et encore, ça reste assez au centre, quoi. Donc, dans le 16e, il n'y a rien, dans le 12e. Vers Nation, rien du tout non plus. La périphérie, c'est pareil. Vers le boulevard périphérique. Il n'y a rien. Enfin, quasiment rien. Ouais. Par l'explication que je me suis dit, volonté de sécurité, je vois pas trop d'autres. Il y avait la piste potentielle des loyers.
mais c'est Et pas dans forcément dans vrai, le quoi. Marais, c'est très cher. Enfin, Mais exactement. C'est-à-dire que le centre de Paris, le centre historique, c'est plutôt onéreux. Mm, Le 15e, il y a de tout, mais c'est pas un arrondissement particulièrement cher. mhm. Le 16e est réputé pour être onéreux, Oui. comme le 8e, mais finalement, tu vois que dans le 8e et le 7e, il y a de plus en plus de trucs qui commencent à popper aussi. C'est ça. Et, ouais, Mm. c'est un mystère. Si vous avez une explication tangible, crédible, ou peut-être un secret à nous partager, n'hésitez pas. Vous avez une analyse. Pourquoi est-ce que il y a des zones qui sont pas vegan friendly? Bon bah merci Franck d'avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que ça aura permis à mon auditoire de mieux te connaître et de mieux cerner ton travail et tes projets qui sont super intéressants. Donc là pour te retrouver, c'est Instagram. Oui, donc Vegan Tourist Paris sur Instagram. Donc vous pouvez aller voir le compte Instagram de Franck et le lien sera en barre d'infos. Maintenant, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai faim. Donc on va prendre ta carte et on va aller choisir un resto et on va aller manger. On va mettre en pratique les choses parce que c'est bien de théoriser, manger c'est mieux. Dans un instant, je vais enfin réaliser un vieux fantasme sous vos yeux, à savoir manger de la mayonnaise végane à la petite cuillère. Alors, avant de l'exécuter, ça vaut comme une petite explication. Il se trouve que Laura a fait une commande sur le site officiel Vegan Shop et elle m'a dit « Écoute, il y a dans le catalogue les mayonnaises de la marque Hellmann's et ça, on n'en a jamais vu en France. » Et là, on me dirait « Bon, ok, c'est de la mayo vegan, mais qu'est-ce que c'est que cette marque ?» Eh bien, la voici. Effectivement, ce n'est pas une marque très connue en France. Pourtant, elle a pignon sur rue en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Et elle arrive timidement en Europe. Et de mémoire, Hellmann's fait partie des premières grosses compagnies nord-américaines à avoir proposé de la mayonnaise végane. Donc ça fait quelques années quand j'entends parler, plutôt en bien. Alors en bien pour la mayo industrielle, donc je ne m'attends pas à un truc révolutionnaire, mais j'ai toujours eu envie de la goûter. Et j'avoue que à Montréal, j'en ai trouvé, sauf que c'était toujours des gros contenants, et même si on restait un mois, c'est pas comme si je me faisais des masques à la mayonnaise tous les jours. Donc le pot, je l'aurais pas amorti, sachant que ça, c'est raisonnable. Je n'ai jamais vu là-bas autre chose que des choses 2 à 3 fois plus gros, pour des gros trucs, quoi. Donc voilà, bref, l'instant de vérité approche, je vais enfin goûter cette mayonnaise et voir si elle est à la hauteur de sa réputation. Allez, c'est parti. Ouais, déjà, elle a une belle tenue. Ça va pas être facile à voir du blanc, mais vous voyez, je retourne, il y a une masse un peu plus haute et elle tient bien. Elle sort pas du réfrigérateur, là elle est en température ambiante. Bon après je la conserverai bien sûr au réfrigérateur, mais pas pour l'instant. Le nez est conforme à de la mayo industrielle en tube. Cette note un petit peu citronnée, on sent qu'il y a un côté un peu gras. Ah, c'est surtout cette acidité qu'on sent, mais c'est pas une acidité désagréable. Hein. Allez. C'est parti. Alors, analyse gustative et sensorielle. La texture est super réussie. On a vraiment une belle tenue, un côté onctueux, gras, qui nappe bien le palais, c'est gourmand. C'est une très belle texture, c'est soyeux, c'est une belle texture de mayo, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus, ça c'est le point positif. Ensuite, au niveau de l'aromatisation, je trouve qu'elle est correctement salée et elle a ce petit goût d'abord citronné, mais elle vire vers une note plus acide. Et c'est un peu plus marqué. On dirait une note plus vinaigrée par la suite. Et ça, c'est un peu curieux.
parce que autant le côté acide fruité du citron, bah, c'est très traditionnel, et ça fonctionne très bien, que cette marque d'acide final en une sorte de surcouche, je la trouve un petit peu en trop. La fin manque de rondeur. Il y a de la rondeur en attaque, mais pas sur la finale, contrairement à ce que j'aurais pu attendre légitimement. Donc, il y a un petit déséquilibre. C'est peut-être, attention, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas froide que ça révèle plutôt ses saveurs. Il ne faut pas oublier que le froid influe énormément sur le goût, sur notre perception, sur comment nos papilles vont interpréter les choses. Donc il faudrait la regoûter bien fraîche pour voir ce que ça vaut. Mais dans l'ensemble, je la trouve plutôt intéressante. Et comme toujours, moi je privilégie des mayonnaises végétales neutres dans ce style pour pouvoir m'en servir comme support de sauce et moi rajouter mes épices, rajouter mes aromates, rajouter d'autres sauces pour personnaliser et créer quelque chose d'unique selon la recette que j'emploie. Donc pour moi, les maillots végétales, même si je trouve ça agréable, je les consomme assez rarement tels quels. Bon, jamais à la petite cuillère, hein, contrairement au beurre de cacahuète, voilà, j'ai pas un truc, une émotion particulière à manger. Je fais ça directement à la petite cuillère, faut pas exagérer. Mais par contre, oui, pour plonger des petites pommes de terre ou des trucs comme ça, ça passe. Je ne bouderai pas mon plaisir. Par contre, quand j'ai utilisé ça dans un burger, généralement, je vais pimper la mayonnaise pour lui donner vraiment un caractère et c'est plus vraiment un support technique qu'autre chose. Et dans ce cadre-là, eh bien, la mayonnaise Hellmann's, elle fera parfaitement le travail, j'en suis certain. Donc voilà. Est-ce que vous connaissiez cette marque ? Au moins de nom, de réputation, ou est-ce qu'il n'y a que une petite poignée d'irréductibles qui fantasment sur les produits véganes de l'étranger et qui ont ça un peu comme un goal à atteindre dans leur vie? Donc ça y est, c'est fait. Donc je confirme, quand même. Hein. Ça n'a rien d'exceptionnel et on trouve des mayonnaises végétales en France qui sont très qualitatives. Donc oui, elle est bien, elle est très bien. Elle est très bien. Mais est-ce qu'elle est mieux? Ça, c'est tout relatif. Mais voilà, je suis content de l'avoir goûté et j'attends d'avoir vos retours si vous aussi vous aimez cette maillot pour ceux qui ont pu la déguster avant moi, parce que ça m'intéresse. Est-ce que ça correspond à vos attentes et à vos fantasmes? Bon, je vous avouerai que en étant enrhumé, il y a une certaine fatigue et je suis pas hyper inspiré en ce moment, depuis quelques jours en cuisine. J'ai faim, j'ai pas perdu mon appétit, mais je suis pas... ouais, c'est fatigant. C'est fatigant et je sais pas quoi faire et j'ai une sorte de lassitude qui fait que bon, le seul truc qui me parle, c'est manger des pâtes. On y revient, toujours à un moment ou à un autre. Mais bon, quand même, on va faire un effort et on va partir sur des pommes de terre vapeur, donc pré-cuites, que je vais utiliser pour les pimper et donner un truc qui a du goût, hein, parce qu'on est quand même là pour se faire plaisir. Et donc vous aurez compris, ce ne sera pas forcément la recette du siècle, peut-être pas très originale, mais je vais essayer d'apporter ma touch quand même pour un résultat satisfaisant. Oui, alors forcément, on dit comme ça, c'est pas très vendeur, mais c'est bien d'être honnête, non ?
Et nous y voilà les amis. Bon alors, c'est vaguement d'inspiration indienne. J'ai aucune prétention d'essayer de refaire un plat existant, mais vous l'aurez compris par l'usage du ghee, des graines, du curcuma, etc. Il y a une inspiration. La feuille de curry, forcément, c'est très typique. Et finir avec de la coriandre fraîche, ouais, je vais peut-être un peu pousser. Mais c'est juste une inspiration, parce que finalement, l'idée pour moi, c'est de pimper de simples pommes de terre vapeur pré-cuites, et d'en faire quelque chose d'appétissant et de roboratif. Voilà. L'ajout de tofu fumé aussi, ça va donner une autre dimension. Goûtons. Oh oui, c'est exactement ce qu'il me faut. Hein. On est sur un plat roboratif, parfumé, rapide à réaliser, qui m'a pas pris la tête. Là, j'ai plus qu'à me poser, déguster mon plat tranquillement. Un peu de vaisselle et on n'en parle plus. Et parfois, voilà, il y a des moments où on n'a pas l'énergie en cuisine. Ça n'empêche pas d'essayer d'avoir quand même quelque chose qui fait plaisir à manger et pas juste manger pour recharger la machine sans faire attention aux petits détails. J'ai pas fait beaucoup d'efforts et j'arrive quand même à un résultat satisfaisant. Bon, bah comme annoncé, hein, la semaine a été un petit peu compliquée, mais bon, ça va un petit peu mieux, donc j'espère que la semaine prochaine, j'aurai une voix claire, nette et limpide, avec une diction qui n'est pas entrecoupée de reniflements. Mais bon, tous les espoirs sont permis. En tout cas, j'espère que de votre côté, vous allez bien, que vous n'avez pas pris froid. Hein, couvrez-vous avec ce temps incertain. Je profite de vous avoir là sous la main pour vous poser une petite question. Voilà, parce que votre avis m'intéresse. Est-ce que vous êtes consommateur de shorts, c'est-à-dire ce format court qui est disponible depuis quelque temps sur YouTube? Voilà, je vous pose la question parce que, oui, je suis pas super friand des formats courts, mais je reconnais que dans certains cas, ça peut être cool pour des compléments d'information, pour des petits trucs un peu spontanés, voilà. Donc j'hésite à m'y mettre, et forcément, comme vous êtes mes plus fidèles abonnés, eh bien votre avis importe et influera sur ma décision de me mettre à faire des shorts ou pas, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce format et si vous l'utilisez, si vous en regardez, ou au contraire, est-ce que ça vous agace et vous trouvez ça ridicule. Tous les avis sont valables. Sur ce, eh bien, n'oubliez pas de me soutenir de toutes les manières possibles imaginables, selon votre désir, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!